Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers dames, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 101 Note dans lequel je te présente cette fois-ci la boîte très sombre de Pièges Obscurs, qui est un jeu de placement de tuiles coopératif. Dans ce jeu-là, on incarne différents prisonniers qui se retrouvent dans une espèce de labyrinthe surnaturel. On tente de trouver la sortie de ce labyrinthe-là en ramassant un nombre suffisant de clés et de trouver la sortie après avoir ramassé nos clés et de quitter de façon coopérative. C'est un jeu qui va prendre à peu près 40-45 minutes à jouer. Il se joue jusqu'à 5. Je vais t'expliquer plus spécifiquement les règles de 1 à 4. C'est un jeu qui était passé par Kickstarter. J'avais failli le supporter, mais j'ai fini par me prendre une copie magasin à la place. Fait que là, la version que je te prends, c'est la version magasin. Le jeu est maintenant disponible en français, évidemment, le piège obscur. Donc, je te montre comment on l'installe, je te montre comment on y joue. Je reviens à la fin te dire ce que j'en pense. Donc, commençons avec la mise en place générale. Première chose qu'on va faire, on va aller préparer notre pile de tuiles qui est placée de façon thématique dans une tour à tuiles qui est en forme de chandelle pour représenter le fait que moins on a de tuiles dans la pile, plus notre chandelle est sur le point de s'éteindre. Dans cette pile-là, il va y avoir trois types de tuiles de base. Il va y avoir des corridors comme ça. Si on a les espèces de petites lignes partout autour, ça veut dire que c'est une zone fragile. Il va y avoir des T comme ça ici, puis on va avoir des croisements comme ça ici. Fait qu'on va aller prendre en début de partie, dans une partie de 1 à 4 joueurs, 2 tuiles de croisement, 4 tuiles en T et 2 corridors. On va les brasser et on va se mettre ça de côté. On va mettre ça sur le dessus de notre pile pour commencer notre partie. Toutes les autres tuiles de T de croisement et de couloir, on va les brasser tout ensemble. Mais avant de toutes les brasser, on va aller placer un certain nombre de tuiles portes. Fait que ça, il y en a 4. On va aller brasser ça dans notre réserve en même temps. On va aller brasser un certain nombre de tuiles clés, qui sont comme ça ici. Dans une partie de 1 à 4 joueurs, on va en prendre 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va aller mettre ça avec nos portes. Et on va aller prendre un certain nombre de tuiles de dévoreurs de cire, qui sont ces tuiles-là ici. Il y en a 13 dans le jeu. Dans une partie de 1 à 4 joueurs, on en prend 12. Fait que je rajoute tout ça. Donc, on va prendre ça. On va mélanger ça avec toutes mes autres tuiles sur le côté. Et quand ça va être bien mélangé, sur le dessus, on va aller prendre les 8 tuiles que j'ai mis de côté initialement, la petite mise en place que j'ai faite. Ce qui m'amène donc à l'une des, avec une grosse pile de tuiles, comme ça, juste ici, si on va aller se garder ça, proche du plateau de jeu. Les joueurs, eux, vont prendre leur matériel personnel, fait que chaque joueur va avoir une carte à sa couleur. On va prendre sa carte du côté bougie allumée pour commencer la partie. Elle peut éventuellement s'éteindre. Il va avoir un meeple, une chandelle de sa couleur également. Il va prendre sa tuile de départ. Et chaque joueur va commencer avec un jeton cran. On va pouvoir se faire une petite réserve de jetons cran sur le coin du plateau. Fait que chaque joueur va en avoir un dans sa zone de jeu pour commencer la partie. Fait qu'on va pouvoir les distribuer. Finalement, la dernière chose qu'on va placer, on a le plateau évidemment qu'on voit et on va avoir une petite tuile comme ça qui va nous aider à nous rappeler qu'est-ce qui est sorti pendant la partie. Fait qu'au fur et à mesure qu'on défausse des tuiles, on va pouvoir les placer sur les différentes zones pour se rappeler puis savoir si on a déjà perdu la partie puis qu'on devrait arrêter de jouer. Il y a des tuiles qui sont associées à certaines variantes que je ne couvrirai pas dans cette vidéo. Je vais en parler brièvement dans la conclusion. Dernière chose qu'on va se placer, on va aller se faire une réserve avec toutes les clés du jeu, qui sont des belles petites clés métalliques comme ça ici. Fait qu'on en a 5 dans le jeu, on va les garder proche de la zone de jeu. On s'assure d'avoir mis notre plateau sur le bon côté. Il y a un côté de 1 à 4 joueurs, un côté qui est à 5 joueurs. Quand tout ça c'est fait, là on va être prêt à commencer notre partie du piège obscur. Pour terminer la mise en place, les joueurs vont avoir à décider où ils commencent sur le plateau. Et là, on précise tout de suite, c'est important que dans une partie de 1 à 4 joueurs, les 4 joueurs, il y a toujours 4 personnages qui vont être en jeu malgré tout. Dans une partie à 5 joueurs, évidemment, il va en avoir 5.
Donc, si on joue à 2, par exemple, on va se séparer les personnages à 2. Si on joue solo, ben, on va contrôler les 4 personnages. Si on joue à 3, il y a une petite règle vu que c'est un nombre impair. Dans mon cas, disons que je joue solo, donc le personnage vert sera le premier, suivi du rouge, du bleu, du mauve, et on va continuer comme ça. Ça va être mon ordre de tour de jeu. Donc, le personnage vert en premier va décider où il se place. Disons qu'il décide de commencer la partie juste ici. On va tout de suite couvrir une règle importante du jeu qu'on doit voir dans la mise en place, c'est la zone d'éclairage. Quand on a une bougie qui est allumée, ce qui est évidemment le cas en début de partie pour chacun des personnages, on va éclairer à une case de distance dans les endroits où on a un chemin qui se rend. Ici, on voit qu'il y a un chemin qui se rend ici et un chemin qui se rend là. Donc, on va piger les 2 premières tuiles. Le personnage vert éclaire ces 2 tuiles-là. Il va pouvoir les placer et les orienter comme il le veut. Fait que disons qu'il place comme ça et comme ça. Le joueur mauve décide que lui, ben tiens, il va partir juste ici parce qu'il y a déjà une zone qui est éclairée à côté. Fait qu'il va piger une tuile de moins. Donc, on pige une seule tuile. Lui, il décide qu'il va commencer juste ici. C'était le joueur rouge, le deuxième. Ça commence bien. Le joueur bleu, troisième joueur, décide que lui, tiens, il va commencer juste ici. Comme il commence juste ici, il va couvrir la zone qui est juste à côté de lui, qui est éclairée. Et on est dans une espèce de labyrinthe magique et étrange. On passe d'un côté à l'autre du plateau. Fait que comme il est ici, il éclaire également la première case qui est vis-à-vis de l'autre côté du plateau. Évidemment, en plaçant le corridor pour qu'il puisse arriver de là. Le joueur mauve termine la mise en place. Disons qu'il veut commencer ici. Donc, lui, il va piger ses 2 tuiles. Il les place comme ça et comme ça. Fait qu'on aura compris que toutes ces tuiles-là placées faisaient partie de mon petit paquet de 8 que j'ai placé sur le dessus. Une fois que tout le monde a commencé fait sa mise en place initiale, tout le monde est placé, tout le monde a son jeton de cran, nos pions sont placés, on sait quand on est prêt à commencer notre partie. Comment gagne-t-on dans une partie de piège obscur? Ben, on doit trouver cette tuile-là. Si on trouve cette tuile-là, puis il y en a plusieurs exemplaires, dans une partie normalement il y en a 4, tous les joueurs doivent s'y rendre et tous les joueurs doivent posséder une clé. Donc, doivent avoir une clé sur leur fiche personnelle. Si à la fin d'un tour d'un des joueurs, tous les joueurs se retrouvent sur la tuile de sortie et ont tous une clé, la partie va être gagnée. Et pour perdre la partie, évidemment, on s'en doutera, il y a quand même plusieurs possibilités. Mais de façon générale, ça va tourner autour de cette pile-là. Une fois qu'il n'y a plus de tuiles dans cette pile-là, ben, on va commencer à retirer directement les tuiles qui sont sur le plateau de jeu. Si on retire évidemment la dernière tuile, on va perdre la partie. Et il y a d'autres petites conditions qui peuvent arriver. Mais dans l'ensemble, on va se servir de ça ici pour savoir si on a perdu la partie. Par exemple, si on perd nos 4 tuiles porte de sortie, ben par défaut, on ne peut plus en trouver, fait qu'on perd la partie. On a 6 tuiles clés disponibles. Ça en prend 4 pour gagner la partie. Fait que si on perd 3 tuiles clés ou plus, ben on a également perdu la partie. Ça va souvent être avec ces effets-là qu'on va perdre des parties. Fait qu'on va se servir, ça va être important au fur et à mesure qu'on défausse des tuiles, déplacer là-dessus, pour suivre puis pas continuer à jouer si on se rend compte qu'on a déjà perdu la partie parce que c'est rendu mathématiquement impossible de l'atteindre. Donc notre objectif, on veut ramasser une clé par joueur, trouver la sortie et fuir. Maintenant, quand c'est à soi de jouer, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un tour extrêmement simple, c'est d'ailleurs résumé sur sa petite fiche de tour de jeu. Soit on se déplace, soit on reste sur place. Et on a des trucs spéciaux qu'on peut faire avec nos jetons de cran. Fait qu'on va tout de suite couvrir l'action la plus importante du jeu, se déplacer. C'est le joueur vert qui commence, donc il va prendre une action de déplacement pour qu'on voit comment ça fonctionne. C'est extrêmement simple, une action de déplacement, on se déplace d'une case en suivant les corridors. Et une fois qu'on s'est déplacé, on va regarder 2 choses. Est-ce qu'on a quitté un endroit qui est fragile? Les endroits qui sont fragiles sont les endroits qui sont tout crevassés comme ceci avec des petits dessins. Ici, des petites lignes qui partent dans tous les sens. Si c'est le cas, ben, l'endroit crevassé, on va le tourner. Ça devient un gouffre dans lequel on pourra se jeter ou on se fera pousser éventuellement. Deuxième chose que je vais regarder, c'est est-ce que j'éclaire de nouvelles tuiles. Dans ce cas-ci, j'éclaire la tuile qui est juste ici et j'éclaire, on se rappelle que le plateau fait une espèce de 360 et se connecte de tous les côtés, fait que j'éclaire la tuile qui est de l'autre côté. Donc je vais révéler une tuile, je prends une tuile qui est sur le dessus de la pile, je vais révéler de l'autre côté, puis je révèle ma deuxième tuile, disons que je révèle ces 2 tuiles-là ici. Je trouve mon premier dévoreur de cire. Fait que disons que je place mon dévoreur de cire juste ici et je place mon autre tuile, disons que je la place comme ça ici. Fait que là, j'ai trouvé mes 2 zones. Les dévoreurs de cire sont des monstres qui vont potentiellement nous attaquer. On va couvrir ça dans quelques instants. Mais mon tour en tant que tel, le tour du joueur vert,
est pas plus compliqué que ça. Il a fait son petit déplacement. J'arrive au joueur rouge. Le joueur rouge est juste ici. Disons qu'il se déplace d'une case par ici. Dans les deux cas, on sait qu'il va explorer cette zone-là. Fait que disons que tiens, il veut plutôt explorer cette zone-ci. Fait qu'en explorant cette zone-ci, là, il se passe quelque chose de particulier. Cette zone-ci n'est plus éclairée. Il n'y a plus personne qui l'éclaire. Parce que ici, mon joueur vert continue à éclairer cette zone-là. Mon joueur vert continue à éclairer cette zone-là. Le joueur rouge, en se déplaçant ici, il n'y a plus personne qui éclaire à cet endroit-là. Cette tuile-là est donc immédiatement défaussée. Fait qu'on va l'enlever. On ne garde pas sur le plateau de jeu les tuiles qui ne sont plus éclairées. Le joueur rouge va donc piger une nouvelle tuile. Tiens, il pige lui aussi un dévoreur de cire. Ça va pouvoir me faire un bon exemple pour plus tard. Et le joueur rouge met fin à son tour de jeu. Fait que si j'arrive maintenant au joueur bleu, disons que le joueur bleu lui aussi décide de se déplacer, tiens, par là, en traversant. On se rappelle que le joueur rouge, ça a créé un gouffre. En se déplaçant, il crée un gouffre parce qu'il quitte une case fragile. Cette tuile-là n'est plus éclairée, elle est donc défaussée. Mon joueur bleu va donc piger une nouvelle tuile. C'est un carrefour qui va aller se placer juste ici. C'est cette tuile-là qu'il a révélée. Fait que c'est comme ça qu'on va se déplacer. Je vais arriver autour de mon joueur mauve. Ça va me permettre d'expliquer tout de suite les attaques de monstres, comment ça fonctionne dans les déplacements. Donc, les attaques de monstres. Les attaques de monstres vont être déclenchées quand un joueur entre ou sort du champ de vision des monstres. Les champs de vision, leur portée de vue va aussi loin qu'ils peuvent aller en ligne droite en passant par les tuiles qui sont éclairées. Donc, dans ce cas-ci, ce monstre-là voit le joueur vert et le joueur mauve, alors que ce monstre-là ne voit que le joueur rouge. Disons que c'est au tour du joueur mauve. Le joueur mauve décide qu'il se déplace juste ici. Donc, il va causer un gouffre juste ici à la fin de son tour en déplaçant cette case-là parce que c'est une tuile fragile. Comme il s'est déplacé dans le champ de vision de ce monstre-là, il déclenche l'attaque de ce monstre-là. Ce monstre-là va donc faire une attaque, mais le joueur mauve a réussi à esquiver l'attaque parce qu'il s'est déplacé. Si ça avait été l'inverse, si disons j'avais été comme ceci, puis ce joueur-là était rentré ici, il aurait causé également une attaque parce qu'il rentre dans le champ de vision, mais là il l'aurait subi parce qu'il aurait été vis-à-vis le monstre au moment où il fait son attaque. Mais là, comme il réussit à l'esquiver, il y a juste le joueur vert qui subit l'attaque. Quand on subit une attaque, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre les 3 premières tuiles de la pile de tuiles. Fait que 1, 2, 3, et on va les défausser là-dessus. Fait que si par exemple je défausse une tuile de corridor, ben, je peux la mettre juste ici pour montrer que celle-ci est défaussée. Éventuellement, on va avoir des tuiles de clé, des tuiles de porte comme ça. Fait que si je suis malchanceux et que je défausse une tuile de clé, je la mets comme ça ici pour montrer qu'elle est défaussée. Ça peut même entraîner une défaite si on se rend compte qu'on a maintenant trop de tuiles de clé qui sont défaussées. Les attaques de monstres vont également causer des effets de chaîne. Fait qu'en se déplaçant ici, on voit que le monstre il attaque lui. J'ai donc défaussé 3 tuiles, mais il attaque également l'autre monstre. L'autre monstre ne subit pas de dégâts, mais ça le fâche. Fait que lui aussi, il se met à attaquer. Ce qui veut dire que lui se fait également attaquer par cet effet de réaction-là. Donc, on va aller piger 1, 2, 3 tuiles. Cette fois-ci, j'étais un peu plus chanceux. Et on va les défausser sur notre pile de tuiles défaussées. Dans tous les cas, les joueurs qui se sont fait attaquer, leur bougie va s'éteindre. Fait que donc, ils vont tourner leur carte ici. Fait que là, j'aurai mon joueur vert et mon joueur rouge qui ont des bougies qui sont éteintes. Quand une bougie s'éteint, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les joueurs concernés n'éclairent plus à une case de distance, ils éclairent leur propre case. Donc, immédiatement, ces 2 cases-là tombent dans l'obscurité, ce qui veut dire qu'elles sont défaussées. Cette case-là tombe dans l'obscurité à cause du déplacement du joueur mauve. Cette carte-là tombe également dans l'obscurité à cause du déplacement. Et là, comme ces tuiles-là sont retombées dans l'obscurité, ben là, on va aller les placer sur cette petite tuile-ci. Fait que je sais qu'il m'en reste 10 dévoreurs à trouver pour la partie. Fait que les attaques de monstres et le fait de se promener avec une bougie éteinte, ça ressemble à ceci. Les autres tuiles spéciales qu'on peut trouver, disons que je suis autour de mon joueur vert. Mon joueur vert, donc, sa bougie est éteinte, ce qui veut dire qu'il n'éclaire pas une case de distance, donc lui, il va se déplacer à l'aveugle. Fait qu'il va dire, par exemple, je me déplace ici, il va piger une tuile, il va la révéler. Chance du bonheur, il a trouvé une tuile avec une clé. Fait qu'on va là, tout de suite aller placer cette clé-là sur la tuile, et il va s'y déplacer. Gratuitement, il va pouvoir prendre sa clé et la placer sur sa fiche. Fait qu'il va pouvoir entraîner une. Plus tard dans la partie, s'il est adjacent à un autre joueur, il va même pouvoir donner cette clé-là à un autre joueur. Mais il faut comprendre, et c'est très important, que les joueurs ne peuvent pas avoir plus qu'une clé sur eux. Donc, si le joueur vert avait déjà possédé une clé au moment où cette tuile-là est révélée, fait qu'il est aveugle, il se déplace ici, il révèle donc cette tuile-là. Mais cette clé-là, il ne pourra pas la prendre
parce que lui, il en a déjà une. Et en plus, on remarque que les tuiles de clé sont sur des zones fragiles, donc s'il quitte cette zone-là, mais cette tuile-là va automatiquement être retournée, donc elle va devenir une fausse, la clé va être perdue. Et même dans son cas, le joueur vert n'éclaire plus à une case de distance, donc cette tuile-là est perdue. Ce qui veut dire que s'il quitte cette tuile-là s'en va dans les abysses pour toujours, et elle ne reviendra jamais. Il y a donc besoin d'avoir une bonne coopération avec ses joueurs. Dans notre exemple, c'est pas un problème parce qu'il n'avait pas encore trouvé de clé, donc il peut juste la ramasser en se déplaçant dessus. Donc, continuons pour voir les autres exemples qu'on peut faire. Le joueur rouge, sa bougie est également éteinte, donc il se déplace à l'aveugle. Disons qu'il décide d'aller juste ici. Il va se rendre juste ici, on pige une tuile, il a pigé un carrefour, il est très content, il s'en va juste ici. Donc, il se déplace comme ça ici. Cette tuile-là tombe dans l'obscurité parce que le joueur rouge n'éclaire pas à une case de distance. Ça revient autour du joueur bleu. Le joueur bleu, lui, a une bougie qui est allumée. S'il se déplace juste ici, il va se ramasser adjacent à quelqu'un dont sa bougie est éteinte. Ces deux joueurs-là, leurs bougies sont éteintes. Gratuitement, pendant leur tour, ils pourraient rallumer leurs deux bougies. Donc, en leur permettant de retourner leur carte de l'autre côté, comme ça ici. Et ça ne lui coûte pas d'action. Ce qui est important, c'est que ça peut juste se faire pendant le tour, soit du joueur que sa bougie est éteinte, soit du joueur que sa bougie est allumée. Et là, très important, comme maintenant ces deux bougies-là sont allumées, bien, ça veut dire qu'on rééclaire les zones adjacentes, ce qui veut dire que, on a un monstre qui apparaît ici, on en a un autre qui apparaît juste ici, et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un carrefour qui apparaît juste ici. Il ne me reste finalement que la règle de chute qu'on va expliquer. Fait que disons que ce joueur-là, c'était une zone de départ précédemment, ça a été reviré parce qu'il l'a quitté, on est dans cette situation-là, c'est au tour du joueur rouge. Le joueur rouge, dans cette configuration-là, aurait l'option de se jeter dans le vide, de sauter dans un groupe. Ça peut parfois être une option intéressante. Si on tombe, que ce soit parce qu'ils sont fait pousser vers un effet spécial dans les règles avancées ou parce qu'on décide de sauter dans un gouffre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever notre pion et on va le placer à l'une des jonctions, fait verticale ou horizontale, de l'endroit où on est tombé. Fait qu'il pourrait se placer sur cette case-là, il pourrait se placer complètement en bas ici. Dans mon cas, disons que je décide de le placer juste ici. On va ensuite enlever toutes les tuiles qui ne sont plus éclairées, fait que ces deux tuiles-là partent. Les autres joueurs vont jouer leur tour normalement. Fait que disons que le joueur, après le joueur rouge, c'était le joueur bleu. Le joueur bleu, ici, il y a une tuile qui était censée être éclairée comme ça ici. Fait que le joueur bleu se déplace là, ça déclenche une attaque. Ces deux joueurs-là sont attaqués, on défausse 3 tuiles. On enlève ça ici, puis on révèle une nouvelle tuile juste ici, comme ça. Ensuite, le joueur mauve va jouer, fait qu'il se déplace juste ici. Ceci se transforme en gouffre. Ça déclenche une attaque de monstre. Je révèle une nouvelle tuile. C'est un monstre. Ça va pas très bien pour le joueur mauve. En plus, il n'éclaire plus. Sa chandelle s'éteint vu qu'il a perdu. Il s'est fait attaquer, ce qui veut dire que toutes ces tuiles-là vont se faire défausser parce qu'il ne voit plus rien autour de lui. On roule comme ça, puis éventuellement, ça va revenir au joueur rouge. Quand on est hors du plateau parce qu'on est tombé dans un trou, on va tout simplement choisir une case dans la ligne qu'on a choisie ou dans la colonne qu'on a choisie, dépendamment où on se place. Donc, je choisis cette case-là, on pige une tuile au hasard et on se place dessus. Si on est malchanceux, comme ça a été mon cas dans mon exemple, et qu'on tombe sur un monstre, le monstre nous attaque. Donc, on défausse 3 tuiles du dessus de la pile. Fait que là, je défausse évidemment 3 belles tuiles. Et on va se déplacer automatiquement d'une case, donc en la révélant. Et comme j'ai été attaqué, ben, je suis plongé dans l'obscurité, ce qui veut dire que cette tuile-là va disparaître tout de suite après l'attaque parce que je ne la vois plus. Fait que tomber, ça fonctionne comme ceci. Les joueurs ont également des points de cran qu'ils peuvent utiliser. Les points de cran peuvent s'utiliser de 4 façons différentes. Fait qu'on peut dépenser un point de cran, fait qu'un jeton comme ceci qu'on retourne à la réserve pour faire un deuxième déplacement dans un tour en respectant les mêmes règles que le premier. On peut dépenser un jeton de cran pour charger un monstre. Normalement, on ne peut pas se déplacer directement sur un monstre. Si jamais on le fait, on doit dépenser un jeton de cran, mais on va quand même subir son attaque et on va se faire redéplacer automatiquement après avoir fait l'attaque. Mais des fois, on a besoin de traverser un monstre. On va pouvoir aussi dépenser un jeton de cran pour bloquer l'attaque d'un monstre. Fait que si on a un monstre nous attaque, on peut défausser juste 2 tuiles au lieu de 3 en dépensant l'un de nos jetons de cran. Finalement, on va pouvoir dépenser un jeton de cran pour maintenir la lumière. Ça, on va y revenir dans la dernière phase du jeu.
J'avais dit il y a maintenant un bout de temps qu'il y a 2 actions possibles. La première action, c'est de se déplacer. La deuxième action, c'est de rester en place. Disons que le joueur mauve est très confortable où il se trouve. Il décide de ne pas bouger. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la première tuile du paquet, encore un monstre, et il va la défausser. Il va également faire un jeton de cran. C'est comme ça qu'on va faire nos jetons de cran. On peut pas en avoir plus que 2, soit dit en passant. Quand on doit défausser une tuile parce qu'on a gagné un jeton de cran, parce qu'on n'a pas bougé, si on pige une tuile de corridor, ou si on pige une tuile de clé, ou si on pige une tuile de porte, et tout simplement défausser sur la plaquette que j'ai déjà montrée pour qu'on fasse un suivi de qu'est-ce qu'on a défaussé jusqu'à maintenant. Par contre, si on pige une tuile de monstre, comme dans l'exemple que je viens de faire, ce monstre-là, on va être obligé de l'attacher à un endroit où on se trouve à une case qui est adjacente. Fait qu'il faut remplacer une tuile qui est adjacente à nous par la tuile de monstre. Fait que, par exemple, je vais remplacer cette tuile-ci par une tuile de monstre, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour le joueur vert. Et par contre, ça ne déclenchera pas immédiatement une attaque de monstre. Ça va déclencher en respectant les règles habituelles. Donc, si le joueur vert se déplace, ça va déclencher une attaque de monstre. Et si le joueur mauve se déplace, ça va déclencher également une attaque de ce monstre-là. Le joueur vert, lui, va déclencher une attaque de ces deux-là, s'il se déplace. On comprend donc qu'éventuellement, à force d'avancer, de se faire attaquer, de reculer, de se déplacer. À chaque fois qu'un joueur se tasse, à chaque fois que si ce joueur-là, par exemple, s'en va juste ici, il va subir une attaque du monstre, mais après cette tuile-là n'est plus explorée, donc on va enlever celle-ci. Par exemple, il va en révéler une nouvelle juste là. S'il revient plus tard dans la partie, juste à cette case-ci, il va enlever cette tuile-là et il va en révéler un autre corridor, justement, juste ici. Fait que juste en faisant des allers-retours, on peut révéler. En plus, en étant sur cette case-là, il éclaire la case qui est de l'autre côté, qui est un autre carrefour. Fait qu'éventuellement, on va manquer de tuiles. Quand la pile est vide, on arrive dans la phase des dernières lueurs. On arrive comme dans le dernier chronomètre du jeu. À la place, le jeu va continuer normalement, mais à la fin d'un tour d'un joueur, disons justement que c'est au joueur rouge de jouer, il se déplace ici, là on comprend que je peux plus piger de tuiles parce qu'il n'y a plus de tuiles à révéler sur cette zone-là. J'ai plus de tuiles dans la pile, fait que je ne révèle plus rien. Cette tuile-là va quand même s'enlever et on va enlever tout simplement les tuiles du plateau. Fait en plus de celle que j'ai enlevée parce qu'elle n'est plus éclairée, il va falloir enlever une tuile du plateau quelque part où on le veut. Peut-être qu'on va vouloir enlever celle-ci. Fait que le labyrinthe va tranquillement se refermer sur nous. On va avoir de moins en moins d'espace pour manœuvrer. Fait qu'il faut se dépêcher afin de trouver nos 4 clés et trouver la sortie. J'avais dit qu'il y avait une 4e utilisation au jeton cran. Là, on peut dépenser à ce moment-là le jeton cran pour éviter de défausser cette tuile additionnelle-là à la fin de nos tours quand on est rendu dans la phase des dernières lueurs. Alors voilà, c'était les règles complètes pour le piège obscur. Je te précise avant de commencer avec les explications qu'il y a des petits modules supplémentaires qui vont rendre le jeu un petit peu plus complexe et un peu plus difficile, qui vont te donner différentes options. Il y a différents types de monstres. Il y a d'autres tuiles qu'on peut racheter, etc. C'est quand même intéressant, mais là, je vais me concentrer vraiment sur le jeu de base pour voir si ça t'intéresse de commencer à l'explorer avant de te lancer dans ces différents modules-là. D'abord, au niveau des composantes, c'est un jeu qui n'a pas énormément de composantes. Les tuiles sont de bonne qualité. La tour elle fonctionne bien, mais honnêtement, c'est quand même, il y a beaucoup de tuiles à mélanger, fait que pour pas avoir à un moment donné juste une série d'ennemis parce que mal mélangé, je finis quand même par toutes les dropper dans un sac à la place puis juste piger ça dans le sac, fait que ça c'est sympathique. J'aime l'aspect thématique là, de ta chandelle qu'ils font parce que tu as de moins en moins d'éclairage, mais c'est une petite gimmick qui fonctionne quand même bien. Le plateau est sympathique, très minimaliste comme type de visuel, il y a juste du noir et du blanc. J'aime beaucoup les tokens de clés qui sont des petits tokens métalliques quand même d'une belle qualité. Les meeples sont différents les uns des autres, sont pas très solides par contre, sont très très minces, fait qu'ils ont tendance à tomber facilement, alors que j'aime bien les mettre debout et coucher pour rapidement voir qui a sa bougie allumée ou éteinte. Et le visuel des tuiles, ma foi, fort simpliste, mais quand même intéressant, donc pas grand chose de négatif à dire au niveau des composantes. Les cartes peut-être un peu cheapettes, un peu du côté d'une mauvaise qualité au niveau des petites cartes, mais t'en as juste 5 dans le jeu, les cartes de personnages. Au niveau du gameplay, je suis un peu ambigu. C'est un jeu que j'ai bien aimé, que je trouve sympathique, que je trouve peut-être un peu simpliste, et surtout, je vais commencer tout de suite avec les aspects que j'ai trouvé un peu négatifs, que tes parties sont très très dépendantes de la chance que tu as. Comme je dois le dire bien honnêtement, c'est souvent le cas dans ce type de jeu de placement de tuiles-là, un peu à la Subterra par exemple,
ou l'ordre dans lequel les monstres vont sortir peut te faire gagner ou perdre une partie, parce qu'ensuite tu vas vider ta pile très rapidement suite aux différentes attaques de monstres. T'es malchanceux, je fais l'action cran, de l'action de me reposer pour aller gagner un jeton cran juste 3 fois dans la partie, mais ces 3 fois-là, ça a été une tuile avec une clé qui est partie, ben si on vient de perdre 3 tuiles avec des clés, donc on peut plus gagner la partie parce que ça en prend un minimum de 4, puis il y en a juste 6, ça peut être un peu frustrant. Mais ça, c'est si on est capable de vivre avec ce hasard-là, c'est un jeu que j'ai trouvé quand même intéressant. Pas un jeu extraordinaire, mais un jeu que j'ai trouvé intéressant, sympathique à jouer. Fait que dans le fond, c'est qu'on va se promener, on va essayer d'optimiser les mouvements qu'on va avoir. Fait que je vais essayer par exemple de me rapprocher d'un allié, parce que si je me rapproche d'un allié, on va éclairer les mêmes tuiles, fait qu'on va défausser moins de tuiles au fur et à mesure qu'on s'en va et qu'on qu'on explore le plateau. J'aime beaucoup cette espèce d'idée de labyrinthe modulable qui est toujours en train de se refaire et de se réécrire. Fait que si j'avance d'une case, puis ça fait que la tuile en arrière de moi n'est plus éclairée, 2 tuiles en arrière de moi, puis je recule d'une case tout de suite après, mais la tuile qui n'était plus éclairée va avoir changé. Peut-être que je peux avoir fait disparaître un monstre de cette façon-là, ou d'en faire apparaître un autre. Fait que ça amène des décisions qui sont quand même intéressantes, parce qu'il y a un aspect qui est assez tricky, assez difficile à gérer, puis assez surprenant la première fois que tu joues, c'est justement la gestion des clés et des portes de sortie. Il y a juste 6 tuiles de clés, il faut en trouver 4. Il y a juste 4 tuiles de porte de sortie, il faut en trouver minimalement une pour être capable de sortir. Mais ce qui arrive, c'est si que dans mon deuxième tour de jeu, je trouve une porte, ben cette porte-là, si je veux la garder, il va falloir que je reste proche toute la game, parce que dès que je m'éloigne à 2 cases ou plus, elle s'évanouit dans l'obscurité et on ne la trouvera plus jamais. Une autre chose aussi que je n'ai pas dit qui est importante, t'en es peut-être rendu compte en jouant, mais on peut jamais être 2 sur la même tuile. À part la tuile de sortie, justement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une espèce de symbole avec 4 clés dessus, montrant qu'on peut être les 4 sur la même case. Ce qui veut dire que je peux pas tout simplement attendre dans un corridor puis que tu me dépasses parce que je suis à côté de la clé. Il va falloir soit que je rentre dans cette pièce-là, ou que je me tasse, ou que je trouve une autre façon de trouver le chemin. Et si je fais un aller-retour proche d'une case qui a une clé, ben la clé va disparaître, c'est dans l'obscurité. On la trouvera plus jamais. Cet aspect-là, j'ai trouvé ça quand même intéressant de le gérer. J'ai aimé le fait qu'il y a toujours 4 personnages. J'ai joué seul, j'ai joué à 2, j'ai pas joué à 3 puis à 4. J'ai aimé ça qu'on gère plusieurs personnages puis qu'il y en a toujours 4. On dirait que ça fait un meilleur équilibre dans le jeu. Ça fait qu'il y a plus de monstres, plus de stratégie dans la façon dont on va essayer de placer les monstres, de déployer leurs attaques ou de les empêcher d'attaquer parce qu'on va s'arranger pour qu'ils retombent dans l'obscurité, ou on va espérer que c'est des tuiles de monstres qu'on défausse quand on se fait attaquer, parce qu'à ce moment-là, ben là on les rajoute pas proche de nous autres. C'est vraiment juste qu'on fait l'action de repos, qu'on garde les tuiles de monstres qu'on défausse. Fait que il y a quand même des beaux aspects stratégiques. J'aime le plateau comme en noir et blanc. C'est un jeu que l'ambiance est très intéressante. De se promener dans le noir avec sa chandelle qui éclaire ou qui éclaire plus. Des monstres partout qui vont faire fondre notre chandelle encore plus vite. La thématique du jeu est fort intéressante. J'aime le fait que le jeu, il y a une espèce de côté wrap-around, là, où quand on arrive à une extrémité en haut, en bas, à gauche ou à droite, ben, ça nous connecte à l'extrémité de l'autre côté. Fait qu'on n'est jamais pogné dans un coin vraiment. Fait que c'est un jeu, comme je l'ai dit, ça fait plusieurs fois, je le répète, que je trouve fort sympathique dans un jeu de placement de tuiles. Au mécanique, l'autre chose qui m'achète un petit peu, que j'aurais peut-être aimé, peut-être que c'est le cas dans la version Kickstarter, je suis pas au courant, j'aurais aimé ça que les personnages aient des pouvoirs variables. Là, on est tous pareils. Fait que, tu sais, en contre, c'est plus simple quand tu joues solo, parce que tes personnages sont tous pareils. Donc, j'ai pas à me rappeler que c'est le bleu, que lui, quand il se déplace de 2, puis que le mauve, quand il se fait attaquer de 2, au lieu de se faire attaquer de 3, des trucs comme ça. J'ai pas à me rappeler de ça, mais ça fait qu'à ma 4e partie, je commençais déjà à trouver que j'avais fait un petit peu le tour des personnages de base. Donc, j'aurais aimé qu'il y ait quelque chose de plus croustillant au niveau de mes personnages. Par contre, là, c'est à ce moment-là que les modules peuvent devenir intéressants. Quand on commence à avoir le tour, le jeu de base n'est pas si difficile que ça. Puis c'est un jeu qui est quand même très modulable parce qu'il te donne un certain nombre de clés. T'en donnes plus des tuiles de clés que nécessaire. Si j'en veux une de plus ou une porte de plus, c'est quelque chose que je peux faire. Je peux enlever une coupe de tuiles de monstre si je veux gérer ma difficulté. Ça se gère super bien. C'est évidemment, si j'enlève une coupe de tuiles de monstre, j'enlève un peu de durée à ma chandelle. Mais si tu perds 3 tuiles de chandelle puis que c'est 3 tuiles de monstre, crois-moi, tu es gagnant. Donc là, les modules supplémentaires, il y en a 3, je pense, dans le jeu de base, ajoutent quand même des aspects intéressants. Ils ajoutent des espèces de grandes tuiles maléfiques avec des monstres qui vont aller là-dessus, puis des espèces de gouffres gigantesques sur le plateau. Des trucs comme ça. Il y a un paquet de tuiles au complet qui sont des monstres spéciaux. Il y en a quand même pas mal, avec des habiletés spéciales, des gardiens de clés, puis des trucs comme ça. Fait qu'il y a des options intéressantes qui viennent dans le jeu. Mais comme tu l'as vu, c'est le mot que j'ai utilisé le plus souvent en parlant de ce jeu-là. C'est un jeu que j'ai trouvé intéressant. C'est pas un jeu extraordinaire, c'est pas un jeu fantastique, mais si tu cherches un bon petit placement de tuiles
tuiles qui se joue quand même assez bien. C'est probablement un bon jeu aussi d'ambiance. Tu cherches un petit jeu pour finir une soirée d'Halloween avec un groupe d'amis gamers, puis tu vas avoir quelque chose qui a un feeling un petit peu claustrophobique, un feeling Halloweenesque. C'est quelque chose que tu vas retrouver dans ce jeu-là. C'est un placement de tuiles intéressant. Je précise aussi que la mécanique de placement de tuiles, à la base, c'est pas ma mécanique préférée en termes de jeu de société. Mais celui-là, je vais y jouer encore quelques parties. J'aurai beaucoup de plaisir à y rejouer, puis ensuite, il va probablement continuer son chemin vers une autre maison où il retrouvera bonheur de jouer et bonheur de partager le plaisir du jeu. Sur ce, c'est donc une critique un petit peu plus mitigée. J'espère que ça va te permettre de te faire une idée sur ce qu'était le piège obscur. Un jeu intéressant de placement de tuiles qui manque peut-être une petite couche de profondeur, mais il y a quand même des idées le fun au niveau thématique. Moi, ce que j'aime le plus, c'est vraiment l'aspect que le labyrinthe se déconstruit, se reconstruit au fur et à mesure qu'on se déplace selon les mouvements qu'on fait. Ça, je trouve que c'est une super bonne idée. Sur ce, je vais te souhaiter une excellente fin de journée et avant de te souhaiter une bonne fin de journée, de te dire au revoir, je vais t'inviter à venir t'abonner à notre chaîne YouTube, à venir nous visiter sur Twitter, Facebook, Instagram. Pourquoi pas venir nous supporter sur Patreon pour que l'on continue à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité sur ce channel. À la prochaine. Fais attention à toi, surtout si tu te déplaces dans un endroit sombre et lugubre.